Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker, l'ami câlin, certains disent, l'ami bonheur, le géant vert de Picardie. Et avec lui, on va faire l'actualité cinéma-série dans cette petite vidéo. Eh bien mon cher Ker, comment tu vas ? Formidable. Formidable mon cher Greg, et je te propose de tout de suite partir à l'essentiel. Les dollars avec le moins pognon de la semaine, et il y avait une grosse sortie aux US qui était attendue, c'est Ballerina, qui est donc le spin-off de John Wick. Gros budget, notamment gros budget promo extrêmement agressive de Ballerina, et ben c'est pas folichon au box-office américain. 26 millions de dollars seulement, c'est 3 fois moins que le budget promo rien qu'aux États-Unis, donc pour vous donner un peu voilà. Bon, là, sa carrière n'est pas terminée, c'est 52 millions à travers le monde, mais c'est pas terrible et les critiques sont très mitigées. Donc on est là sur un potentiel flop de 2025, et sur son week-end, Ballerina s'est fait, largement, pas largement, mais en tout cas s'est fait devancer par Lilo et Stitch, qui garde la tête du box-office américain pour la 3e semaine consécutive avec 32 millions de dollars, donc c'était un petit week-end. Mais déjà beaucoup de dollars dans les poches pour Lilo et Stitch, puisqu'aux US c'est 335 millions de dollars au moment où on vous parle, et 775 millions de dollars à travers le monde pour le live action, donc l'adaptation de Lilo et Stitch, qui est en train de devenir là, tranquillou bilou, le plus gros succès américain de l'année, puisqu'il va détrôner Minecraft, qui étonnamment s'est arrêté juste avant le milliard, alors que toutes les estimations, au vu de son démarrage, disaient qu'il allait largement dépasser le milliard, puisque au niveau, il a mieux démarré par exemple que Super Mario Bros. Et sur la durée, Minecraft s'est écroulé, peut-être à cause des critiques, car il faut le rappeler, le film Minecraft est une purge absolue. Donc voilà, 950 millions quand même pour Minecraft, comme quoi la qualité ne paye pas toujours, et parfois l'absence de qualité paye. Donc voilà, derrière on a Mission Impossible. Alors Mission Impossible a actuellement récolté 451 millions de dollars à travers le monde. C'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. Alors c'est pas aussi fort que par exemple Fallout, qui était quand même à 800 millions de dollars au box-office. Bon, Fallout est sorti en 2018, c'était une autre époque pour le cinéma. Mais rappelons quand même que The Final Reckoning, c'est la suite directe de Dead Reckoning, qui avait été un fail donc en 2023. Et c'est pas évident derrière de rebondir quand on est la suite d'un film qui n'a pas fonctionné. Donc je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal, surtout que j'ai trouvé que la promo était ultra chelou de ce Mission Impossible, donc c'est somme toute assez solide. Donc voilà. Et alors il y a un truc à signaler, c'est que le film Sinners est devenu donc le film original en live action qui a rapporté le plus de thunes aux US depuis 15 ans. Il n'y avait pas eu un film original aux US qui n'avait rapporté autant de pognon. Grosse perf pour Sinners, c'est vraie surprise. Le film de Ryan Coogler n'était pas du tout attendu à ce niveau-là. Je vais vous dire combien il a récolté. Attendez, je retrouve ma petite page. 357 millions de dollars à travers le monde, c'est très solide et le film est très rentable. Donc voilà, alors il a fait 76% de ses parts de marché aux US, donc c'est un film qui a énormément marché aux US, sorti plutôt discret je trouve en France, et depuis que Sinners est sorti en version digitale, et donc malheureusement de fait sur les sites de piratage, je m'étonne de voir le nombre effarant de commentaires de gens qui disent que c'est le plus mauvais film qu'ils ont vu de toute leur vie, et je comprends pas. Alors là, pourquoi une haine contre Sinners? Bon, bien évidemment. Enfin bref, et alors surtout, il y a un truc qui revient constamment, c'est un remake de Une nuit en enfer. Bon, ok, il y a des vampires, c'est la nuit, ok, mais c'est pas... Ou alors, il faut revoir Une nuit en enfer. Enfin, moi, je comprends pas ce discours-là. Mais bon, il y a plein de choses que je comprends pas. Voilà un petit peu pour le point pognon. Mon cher Greg, dans les semaines à venir, il y a des trucs très lourds qui vont débarquer. Et on approche notamment de juillet avec les 4 Fantastiques. Et aussi, bien sûr, je vais retrouver ce que je voulais dire, Jurassic World, qui est très attendu. Enfin, très attendu en tout cas par les cinémas qui espèrent attirer beaucoup de monde en salle. On verra si le public répond.
pour le nouveau Jurassic World. D'ailleurs, il y a un extrait du film qui a été diffusé aujourd'hui où on voit le mosasaure tourner autour du bateau. Ça dure un peu plus d'une minute, c'est plutôt correct la scène. Ça m'a un peu rassuré. Voilà mon cher Greg, à toi. Merci Jean-Michel, à toi. Eh bien, un point pognon plus rapide que d'habitude. Je n'ai pas pu... tu m'as vraiment pas laissé le temps de faire ma micro-sieste. Mais, comme tout le monde le dit, il n'y en a plus du pognon. Il n'y en a plus. Donc, faut faire des économies. Donc, le point pognon est de fait maintenant qu'il n'y a plus le franc, qu'il y a l'euro, il n'y a plus le pognon. Heureusement que de ton côté, il restera le troc. Le troc Picard, comme on l'appelle chez les économistes. Du coup, mon cher Kerr, la news majeure, la news la plus importante de la semaine, je te l'ai partagée par SMS en avant-première parce que on est des potes comme ça. Est-ce que tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée de la plus grosse news de la semaine? Je parle évidemment de la sortie du trailer de Kung Fury. Est-ce que tu l'as vu? Regardé. J'ai pas regardé. Je suis désolé, j'ai pas. La déception. Tout le monde m'a dit, s'il regarde pas ça alors que tu lui dis qu'il faut regarder, c'est qu'en fait, il pense pas que t'es un vrai pote. Et tout. Ils avaient tous raison. Tous ces gens qui ont parlé avaient tous raison. Alors, Kung Fury, est-ce que tu te souviens de ce que c'est, mon cher Kerr? Oui, c'est le film de série B, là. Comment ça s'appelle ce réalisateur? Exactement. Donc, c'est un film de série B qui avait un premier film, qui avait été un premier trailer, qui avait donné un film complètement... On l'avait couvert dans Cult & Click. Hein. C'est un film qui a un look rétro, années 80... hyper série B, tout est fait vraiment en couleur néon et tout. Et là, ils ont fait un nouveau trailer qui tape très très fort sur internet et je trouve d'ailleurs pas assez fort. Et le truc, c'est que Kung Fury 2 eh bien, a un casting qui est complètement dingue. Déjà, il faut regarder les 10 minutes parce que c'est 10 minutes qui sont super drôles. On a toujours, du coup, Kung Fury qui est un flic bloqué dans les années 80, qui est 80-90, qui est donc hyper cliché, faut se le dire, mais qui va devenir ami avec un autre flic très cliché aussi. Je parle de Michael Fassbender qui est présent dans le film. Donc là, ils ont quand même en termes de casting, c'est incroyable. Ils sont montés d'un cran, c'est incroyable. Mais surtout, Kerr, tu n'as pas vu la bande-annonce. Et voir Michael Fassbender qui joue un flic des années 80 avec le mulet, c'est quand même extrêmement stylé. Mais c'est pas tout. Il a une poursuite de carrière étonnante, Fassbender. Non, mais là, dans le trailer, et il y a plein de gens dans les commentaires du trailer qui le disent. On a l'impression que c'est le rôle qu'il kiffe le plus faire. Il s'éclate de ouf à l'image. Enfin, j'ai jamais vu Michael Fassbender avoir l'air d'autant kiffer être présent sur un tournage que là. Il est toujours hyper froid, machin et tout. Là, il a l'air de surkiffer. Mais surtout, ils ont... Alors, David Hasselhoff, la classique des trucs clichés des années 80-90. Mais il y a Schwarzenegger qui joue le président américain, qui va défendre les constituants américains avec son fusil à pompe, franchement, et qui est en train d'affronter... Je suis en train de regarder Fassbender avec le... Et il est en train d'affronter c'est très drôle. Adolf Hitler, qui revient du passé, avec évidemment des combats de dinosaures, des combats de kaiju. Non mais le film a l'air fou. Il faut que vous regardiez ce film. La bande-annonce m'a convaincu. La bande-annonce, je me suis dit j'achète, il n'y a pas de problème, ça doit être chez moi. Kung Fury 2, c'est ouf. Il y a David Hasselhoff aussi. Mais je viens de le dire. Oui, c'était en train de regarder la bande-annonce, tu m'écoutes plus. Je regardais la bande-annonce. Il y a aussi Schwarzenegger en président américain. Je te troll, je t'avais entendu le dire, bien évidemment. Donc, mais là, je viens de voir. Il y a des loups-garous et des dinosaures sur le plan que je suis en train de voir. Donc là, mais je viens de te dire. Mais tu l'écoutes. Mais non, mais je sais. Mais là, on voit un T-Rex. Mais alors, le truc qui est drôle, c'est que Fassbender, il parle peinard et à côté de lui, il y a un petit. Parce que c'est un membre de l'équipe de la police de Kung Fury. Ils ont un T-Rex en membre de l'équipe policière. Oui, et ils ont un petit Triceratops qui est à côté. Et là, je viens de voir aussi qu'il y a les Transformers. Oui. Okay. Gros délire. Non mais ça a l'air absolument mortel.
Regardez cette bande-annonce, elle dure 10 minutes. On a l'impression qu'ils ont mis tout le film dedans. Parce qu'ils montrent les twists. Ils disent, voilà, il y a un twist à la fin du film. Du coup, ils le montrent dans le trailer. C'est complètement fou. Je me suis pas ennuyé une seconde sur l'intégralité du trailer. Kung Fury 2, si vous ne l'avez pas vu, ne loupez pas cette bande-annonce. Elle est complètement que en anglais. Je crois qu'ils ont ajouté les sous-titres français. Je ne suis pas sûr. Ne me citez pas sur ça. Mais en tout cas, allez regarder Kung Fury. C'est absolument génial. Et Kerr, tu loupes, tu es en train de te le regarder sans le son. Et la voix, la grosse voix qui raconte tout le truc est mortelle. Très facile à comprendre. Il n'y a pas d'accent et tout. Donc Kung Fury 2, c'est ma grosse news de la semaine, sans aucun débat. Eh ben mon cher Greg, tu nous as fait rêver avec Kung Fu Panda Fury 2. Eh ben moi, je vais aussi te faire rêver, mais à ma manière, en t'annonçant une augmentation non négligeable du tarif de l'abonnement de YouTube Premium Famille, qui a pris 25% d'augmentation. Ça sera effectif le 17 juillet pour ceux qui sont abonnés donc à YouTube Premium Famille. Nous allons passer à 29,99€ par mois à la place des 23,99€. Alors on va pas chipoter pour 6€, puis comme certains aiment à le dire, bon, on n'est pas obligé de s'abonner non plus. Voilà. Mais bon, si vous n'êtes pas content de prendre une augmentation aussi vénère, vous avez le droit aussi de le dire. C'est quand même une grosse augmentation, puisque ça a pris 50% d'augmentation depuis le lancement de cette offre. Par contre, si vous êtes abonné à YouTube Premium, que ce soit formule étudiante ou formule essentielle, individuelle, je sais pas comment ils l'appellent, ça ne bouge pas. Ça reste à 7,99€ et 12,99€ par mois. Voilà mon cher, comme toi, je sais que tu es abonné à YouTube Premium. Et ben, si tu as le truc famille, ça douille. Voilà mon cher. Je n'ai pas YouTube. Je t'ai pas trop miné. Alors, bon, je n'ai pas YouTube Premium, mais tu as oublié de dire la bonne nouvelle. C'est que YouTube Premium est maintenant inclus dans l'offre Google AI, je sais plus quoi, le nom qui te donne accès au modèle et qui est une bouchée de pain. Google, et je vais vérifier, mais j'ai entendu qu'elle était à moins de $200 mensuels. Et ils incluaient Google Premium. Ouais, c'est cool. C'est beau. Non, YouTube Premium, tu veux dire. Oui, oui. YouTube Premium est inclus dans Google AI abonnement. Je vérifie le prix en live parce que du coup c'est vraiment tout à fait une news en live enregistrée. Le One AI et c'est le One AI Ultra qui est à $139 les 3 premiers mois, mais 275 pour le reste de votre vie. Et YouTube Premium est inclus. Donc franchement, Google fait des efforts et toi tu les moques. Pas gentil de les moquer. Non, on les moque pas, on dit juste qu'il y a une augmentation de l'abonnement, voilà. Et alors j'ai une autre petite news. Attends, je veux réagir. Mais laisse-moi réagir. Oui. Tu me parles de pognon, moi je veux te parler d'émotion. Je croyais que tu étais déjà en train de réagir. Et donc du coup, alors ça me fait te passer une autre news. Du coup, YouTube a augmenté drastiquement les mesures pour aller chercher tous les adblockers. C'est-à-dire que là maintenant, ils ont mis en place des systèmes où en gros, si tu as un adblocker sur YouTube, en fonction de ton type d'adblocker, et donc c'est une chasse entre de chat et la souris, l'œuf et la poule, de pierre, Chardin, une pierre, 2 oiseaux. Je ne sais, je suis perdu dans les dictons. Qui roule n'amasse pas mousse. N'amasse pas mousse, exactement. Je suis perdu dans les dictons. Revenons à la news. Donc la news, c'est qu'en fait, YouTube est parti à la chasse aux adblockers, qu'ils ont monté d'un cran dans le sens où maintenant, du coup, le player ne se lance pas. Donc vous n'aurez plus accès aux vidéos si vous avez des adblockers. Donc ils sont vraiment en train de dire non mais en fait les adblockers c'est pas sur le côté, on n'accepte pas, c'est fini, c'est bloqué, vous aurez plus YouTube, allez ailleurs. Donc effectivement, ce qui est assez logique, c'est que du coup ça a déclenché d'énormes débats sur Reddit en mode genre mais pourquoi ils font ça et tout. YouTube dit nous en fait c'est du piratage. Donc c'est la classique, on entend ça tous les ans, tous les 2 ans, mais clairement là ils ont monté d'un cran parce que c'est vraiment, ils bloquent tout accès aux players. Alors il y aura sans doute
des bloqueurs de pub qui vont arriver dans quelques temps, qui permettront de contre-bloquer. Mais le fait que YouTube dise qu'ils vont vraiment augmenter la pression, je pense que ça veut dire que les bloqueurs de pub vont peut-être trouver des contournements, mais pour très peu de temps. Et qu'ensuite ils devront... Donc ça va être un sujet, je pense, qui va être de plus en plus bloquant. Pour ceux qui ont les bloqueurs de pub, YouTube est clairement en train de dire qu'ils ne sont plus les bienvenus. Voilà. Bon, après, c'est le modèle économique. Hein. La bande passante, il faut bien qu'il la paye d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas par le premium, c'est par la pub. Mais bon, voilà, YouTube, vous avez l'info. Mon cher Kerr. Ouais, accessoirement, la pub, c'est aussi ce qui nous permet de faire des vidéos. Et c'est pour ça que on dépend beaucoup du Tipeee. N'hésitez pas à aller donner sur Tipeee, puisque effectivement, entre la pub et Tipeee, il n'y a que ça qui fait vivre la chaîne financièrement. Voilà, mon cher Kerr. Alors moi, mon cher Greg, en news suivante, je voulais faire un petit point comme ça sur les sorties qui arrivent dans les les semaines qui arrivent, puisque là on approche de l'été. On vous dit peut-être, mais qu'est-ce qu'il y a de beau au ciné en été? Eh ben pouf, j'arrive et je vous donne la réponse avec dans les sorties donc du mois de juillet. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure de Ballerina, mais sachez quand même que il y a des trucs étranges. Hein, vous allez voir, il y a le nouveau Pixar Helio qui sort là. Là, je pense qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous l'avez peut-être déjà vu. La promo c'est extrêmement discret, Helio, là. J'ai rarement vu un Pixar avec une promo aussi faiblard. Est-ce que, on n'a pas encore, nous, les premières critiques, donc, les premiers avis sur le film, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Mais, c'est étonnant. On a The Life of Chuck de Mike Flanagan, super Mike Flanagan, qui sort au cinéma avec Tom Hiddleston, qui a des critiques absolument dithyrambiques. C'est déjà considéré comme un des très 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 gros films de l'année 2025. On a l'adaptation live de Dragon, How to Train Your Dragon, avec des critiques qui disent franchement c'est propre, franchement c'est cool, franchement c'est exactement pareil que le film animé, pourquoi avez-vous fait ce film? Donc voilà, à vous de vous faire un peu votre idée. On a le premier 28 ans plus tard, donc qui sera une trilogie de Danny Boyle. Donc voilà, on a le film qui sort là en juin. Là, c'est que des films de juin pour l'instant. On a le film F1, The Movie, avec Brad Pitt en vieux pilote de F1 qui va remonter dans une F1 et qui va faire l'équivalent de Tom Cruise dans Top Gun Maverick. Voilà. On a le nouveau Megan qui lui aussi a une promo discrète et qui sort à la fin du mois. Et puis en juillet, c'est pas mal. Juillet, alors c'est pas mal si vous aimez les gros blockbusters, bien évidemment, puisqu'on a Jurassic World Rebirth, on a Superman et on a les 4 Fantastiques. À côté de ça, on peut quand même citer le nouveau film d'Ari Aster, le réalisateur de Midsommar, qui s'appelle Eddington, avec notamment Pedro Pascal et Chris Evans. Voilà, et on a aussi le reboot tant attendu par quelques personnes, je ne sais pas qui, mais si vous en faites partie, c'est cool. C'est Souviens-toi l'été dernier, qui revient donc en juillet. Et alors le mois d'août est plutôt calme. Août, en fait, on parle des gros films de l'été, mais généralement le mois d'août c'est un mois calme, hein, parce que on approche de la fin de l'été, les gens ont autre chose à penser. Et donc voilà, on a quand même les Bad Guys 2 qui sort en août. On a aussi Weapons, qui a l'air très intriguant, avec Josh Brolin. Et on a Nobody 2, qui est la suite donc de Nobody, avec l'acteur qui jouait dans Better Call Saul. Donc voilà pour les sorties de l'été, mon cher Greg. Il y a un truc qui te chauffe là, c'est quoi ce que tu as le plus envie de voir? Superman? Et donc du coup, mon cher Kerr, effectivement, Superman de très loin, je pense que c'est celui qui m'intrigue le plus, et puis c'est celui qui porte le plus de choses. On va en parler tout à l'heure, mais il y a des annonces qui commencent à arriver autour du DCU. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, faisons-les tout de suite. Il y a du coup James Gunn qui a annoncé lors de ses interviews pré-sortie de Superman, qui a annoncé qu'il y aura Wonder Woman, le film qui va être en préparation et qui sont déjà en train de travailler sur la suite de Superman. Et je me réfère à un spécialiste d'ici qui s'appelle Kerr de Kilton Click, qui avait dit si Superman est un fiasco, c'est tout le DC Universe qui va être annulé.
Et je pense que tu as raison. Si vraiment le film est un four, si le film est un nouveau Flash, ce qui serait vraiment difficile, hein, parce que Superman est quand même une plus grosse licence, beaucoup plus grosse licence que Flash. Mais c'est vrai que si le film est un four, tout cet univers est annulé, et c'est pour ça que je trouve ça étonnant que James Gunn fasse du teasing. Est-ce qu'il fait une espèce d'Henry Cavill? Est-ce qu'il annonce son retour? Il fait hyper attention pour que ça confirme ça, je sais pas, mais alors, écoute, tu comparais avec Flash, c'est pas comparable, hein. The Flash, c'est pas comparable, parce qu'en fait The Flash était vraiment le dernier d'une saga qui était déjà morte, et James Gunn était déjà en place en train de préparer la suivante. Là, Superman, c'est le point de départ d'une nouvelle saga qui est obligée de fonctionner parce que la Warner ne va pas bien, et la Warner a clairement fait comprendre que si Superman n'était pas à la hauteur des attentes, ça irait dans le fossé. Et c'est pour ça que James Gunn, quand il parle de Superman 2, on l'interroge sur la suite, et il prend quand même, je trouve, énormément de pincettes. Il dit une suite de Superman, je dirais pas nécessairement, d'une certaine manière. Tu vois, il dit pas oui, cash, il y a un Superman 2. Et ils vont attendre. Il ouvre la porte, mais en même temps, il laisse aussi ouvert la fenêtre au cas où il faut s'enfuir très rapidement. Et alors, sur Wonder Woman, bah, mine de rien, c'est étonnant, je trouve. Parce qu'ils disent oui, on travaille sur le scénario de Wonder Woman, donc d'un nouveau film Wonder Woman, mais on n'a aucune info. On ne sait pas si officiellement, enfin, ça n'a jamais été dit. Enfin, James Gunn l'a sous-entendu quand même, mais Gal Gadot n'est plus censé être Wonder Woman chez DC maintenant. Donc, est-ce que du coup, ça veut dire qu'ils vont recaster une Wonder Woman, ou est-ce que ça veut dire qu'ils vont rappeler Gal Gadot? Est-ce que, ce qui serait finalement pas cohérent, puisque Gal Gadot, on l'a vu avec Henry Cavill et Ben Affleck, qui ne sont plus non plus là. Est-ce qu'ils vont faire revenir Patty Jenkins? Enfin, on n'a aucune info sur Wonder Woman. Le seul truc, c'est qu'il a dit qu'en effet, qu'ils allaient commencer à écrire le scénar. Bon, on verra ce que ça donne, hein. Mais c'est vrai qu'à mon avis, l'enjeu est monumental sur Superman. Du coup, je voulais en profiter pour réagir et te dire que, en fait, pour être précis, quand on lui a posé la question sur la suite de Superman, il a dit que est-ce que c'était vraiment une suite en film à proprement parler? Je ne dirais pas nécessairement. Ce qui veut dire que on peut imaginer que la suite de Superman, peut-être que c'est Justice League ou quelque chose comme ça. Ou un anime. Qu'il est en train de parler dessus. Hein? Ou juste un anime qui va être diffusé sur HBO Max parce que le film n'a pas marché et qu'il continue de produire du contenu d'ici pour HBO Max. Tu reviens à ce que je disais au début, effectivement, qui est le film a énormément de choses sur ses épaules. Nous verrons bien s'il réussit. En tout cas, moi, je lui souhaite. J'ai hâte de voir le film. Pour l'instant, je suis plutôt inquiet. On va pas se le cacher. Mais j'espère aller le voir l'esprit libre et essayer de le kiffer s'il est bien. Je te laisse la news suivante, mon Shrika. Alors, petite news là comme ça pour vous dire que Predator Killers of Killers est sorti sur Disney+. Film donc de Dan Trachtenberg, désolé j'ai massacré ton nom, qui est donc celui qui avait fait Prey, et qui est un film animé d'1h30 et qui pour moi est clairement la meilleure production Predator depuis le premier. Donc c'est vraiment j'ai vraiment passé un très bon moment devant ce film, je vous le conseille chaudement, et il marche très bien sur Disney+. Donc du côté Disney on doit être content. Mon cher Greg, j'ai envie de faire une news, viens on se fait plaisir, t'es d'accord ou pas? On se fait plaisir ou pas? Bien sûr, faisons-nous plaisir. Eh ben alors, ma news c'est j'ai fini l'histoire principale de Clair Obscur Expédition 33. Donc le jeu français de Sandfall dont tout le monde parle. Qu'est-ce que c'est bien, et pourtant j'ai eu une relation avec le jeu un peu compliquée, puisque je pense que le milieu du jeu, j'ai eu une phase un peu compliquée où j'étais plus dedans et où l'histoire avance moins et le gameplay était plus exigeant. Enfin bref, j'étais pas dedans. J'ai un peu fait traîner le truc. Mais alors, sur les dernières heures de jeu, ça frise le génie. La musique est exceptionnelle. La manière de travailler l'intrigue, les thèmes développés, la profondeur, les personnages. Clair Obscur, c'est vraiment un très grand jeu. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille
vraiment chaudement de le faire. Et toi, Greg, mon cher Greg, tu l'as commencé et tu m'as dit que tu prenais un pied monumental. Expédition 33, effectivement, Caire, c'est un gros coup de cœur. Je suis milieu de l'acte 1, je suppose. J'essaye de ne rien regarder pour ne pas me spoiler. Je suis avant le village des petites créatures. Je suis au niveau du Fight Club des petites créatures, pour être précis. Et en vrai, mais quel bonheur, parce que c'est coup de boule au niveau de la direction artistique, le jeu est magnifique, c'est pied haut sauté qui te ratame sur la nuque au niveau de la musique, c'est point de pression feng shui pour te bloquer tous tes chakras au niveau du gameplay, qui est, alors là pour le coup en tant que fan de JRPG, je tiens juste à placer que c'est nous mettre du Shadows Heart, qui est un vieux JRPG PlayStation 2 que j'avais surkiffé, les 1, 2, 3 d'ailleurs, mais le 1 surtout. Shadows Heart, exceptionnel JRPG, si vous êtes fan de rétro gaming, il faut vous le faire. Et du coup, il y a vraiment du Shadows Heart dans le gameplay d'attaque. Il y a du Legend of Dragoon, un des plus gros JRPG de la PlayStation 1, mais qui a eu la mauvaise idée de sortir juste après FF7. Là, c'est sûr que un JRPG qui passe après FF7, c'est dur pour lui, mais qui est un des meilleurs JRPG de la PlayStation 1. Je vous invite à le faire en rétro gaming. Il est hyper chouette à faire. En plus, il est dans le PlayStation Unlimited en streaming. C'était un des premiers qu'ils ont mis dedans. Donc il prend des meilleurs JRPG, l'attaque, il nous met la parade et l'esquive des Souls. Enfin, franchement, c'est mortel. Et alors, pour finir, il t'attrape le cœur et il te le retire, Indiana Jones style. C'est le scénario. Le scénario est tellement stylé. Et ça porte des personnages qui sont extrêmement bien écrits. Franchement, c'est une œuvre. Enfin, c'est pas un jeu qu'on limiterait à son gameplay. C'est une œuvre extrêmement stylée. J'ai hâte d'avancer. Mon problème, c'est le temps. Là, j'ai travaillé sur la Ligue des Champions sur les dernières semaines, donc ça m'a pris un temps de psychopathe. Là, je parle du travail de la journée et pas de Cult & Click. Donc, du coup... j'ai eu très très peu de temps, mais bref, et donc là j'espère que les vacances arrivant, eh bien je vais pouvoir me le finir, parce que c'est vraiment le combat pour ne pas se faire spoiler, voilà, mais vraiment un énorme coup de cœur, mon cher Kia. D'ailleurs, ne dites rien dans les commentaires, bien évidemment, je surveillerai pour toi, mon cher Greg. Tu sais, là tu parles du scénar, etc. Alors en plus, ce qui est au point où tu en es, au final, tu ne sais que très peu de choses. Et c'est ça qui est très chouette. Et en effet, l'histoire est étonnante. Et je me suis fait la remarque que c'était un des très rares jeux vidéo à m'avoir mis autant un coup de boule au niveau de l'histoire, quoi. Tu finis le jeu, tu penses qu'à ça, tu ne veux qu'écouter la musique. Il n'y a pas énormément de jeux qui m'ont perturbé comme ça. Tu vois, récemment, il y a eu Hellblade, Senua's Sacrifice. Il y a eu The Last of Us 2. Mais vraiment, Clair Obscur fait partie de cette catégorie de jeux-là. Et c'est extrêmement plaisant d'avoir des jeux qui nous touchent à ce point. Et tu parlais d'œuvres, mais c'est clairement le cas. Enfin, Expédition 33 fait partie des œuvres, pour moi, les plus marquantes de cette année 2025, tout format confondu, en tout cas d'un point de vue télévisuel, tu vois. Donc, ouais, bravo. Alors, par contre, je suis un peu un escroc, parce que ma news précédente, c'était pour dire que j'avais vu Predator, c'était très chouette. Là, c'est pour dire que j'en ai joué à Clair Obscur, c'est cool. Ma news d'après, c'est j'ai mangé un yaourt et je l'ai trouvé très bien, vous allez voir. Enfin, voilà. C'est à toi, mon cher Greg. Alors moi de mon côté, j'ai une petite news business du côté de Warner Discovery. Donc Warner Discovery, le gros groupe qui a fusionné, Warner Bros et Discovery sont arrivés ensemble. Et en fait, Warner a des problèmes financiers majeurs. Et en fait, ils ont trouvé une solution que je trouve assez astucieuse. En fait, ils ont fait quelque chose qui est qu'ils ont décidé de couper la compagnie en deux. Ils ont pris, donc précisément, il va y avoir Streaming and Studio qui va regrouper Warner Bros,
Motion Pictures, DC Studios, HBO, HBO Max. Donc ça, c'est les... Et tout ce qui est Global Network, donc toutes les chaînes de télé qui sont à perte et qui sont faites pour disparaître par le streaming. Donc CNN, TNT Support, Discovery+, Bleacher Report. C'est une deuxième boîte qui va être la boîte méga à perte. De là à dire qu'ils ont prévu de la revendre pour qu'elle se fasse découper ou carrément de la liquider. Je pense que c'est pas forcément pas pensé. L'idée, c'est de faire ça à mi-2026. Alors, c'est un souci pour les chaînes de télé, notamment pour CNN, qui est quand même une des grosses sources d'informations aux États-Unis. Mais le truc, c'est que pour les plateformes de streaming, pour les studios, ça va leur donner une bien meilleure santé financière et du coup des reins plus solides pour l'avenir. Donc en fait, en soi, ça a l'air d'être un coup de génie. Par contre, je sais pas trop comment ça se passe quand tu possèdes des actions d'une boîte qui est à perte, qui va juste être envoyée comme ça, démerdez-vous. Je sais pas comment ce truc marche sans qu'il soit en liquidation le jour 1. Écoutez, on va voir, mais c'est plutôt en vrai une bonne nouvelle pour l'avenir de Warner et sa stabilité, parce que les Game of Thrones, tout ce qui est dans l'univers Game of Thrones, où les séries n'ont pas les budgets qu'ils devraient avoir et tout ça, c'est beaucoup de questions qui sont en fait liées à la mauvaise santé financière de Warner. Donc une société peut-être un peu plus petite mais en rentable et qui a de l'ambition d'aller chercher Netflix et les plus gros studios sur leur terrain, franchement je suis pas contre. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher gars? Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Eh ben, je suis d'accord avec toi, mon cher Greg. Moi, j'ai une autre news, elle est pas joyeuse, c'est le décès de Brian Wilson à l'âge de 82 ans. Qui est Brian Wilson? C'est le cofondateur des Beach Boys. C'est un personnage très complexe, un génie de la musique, qui a pondu des morceaux extrêmement célèbres. Et si j'en parle là, c'est notamment parce que, si vous voulez un peu connaître sa vie, eh ben, il y a un super film qui est sorti il y a quelques années que j'étais allé voir au cinéma qui s'appelle Love and Mercy de Bill Pollard avec Paul Dano qui jouait donc qui jouait Brian Wilson à l'écran, et Paul Dano était ouf. Mais alors j'ai envie de dire Paul Dano est toujours ouf de toute façon. Donc voilà, mais super film, n'hésitez pas à sauter dessus, et rip à Brian Wilson. Voilà, je vais faire une autre news derrière un peu plus sympathique quand même, mon cher Greg. Je vais taper dans la catégorie, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait ça il y a 2 vidéos, mon cher Greg, dans la catégorie franchement on s'en fout. Mais c'est une news que j'ai envie de faire quand même, parce que tu vas voir, je suis un coquin. Invité dans une émission, donc en l'occurrence celle de Seth Meyers, George Clooney était venu pour faire la promo de sa pièce de théâtre dont tu m'as parlé là, qui cartonne de ouf. Et George, il a dit The Pit, franchement, c'est vachement bien. Donc il est très ami avec Noah Wyle, qui joue le héros bien évidemment de la série The Pit. Et il a dit que c'était l'homme le plus honorable et talentueux qu'il connaissait. Voilà, donc et il a dit que la série était géniale. C'est dans la catégorie franchement on s'en fout, mais bon, l'avis de George Clooney sur The Pit, mais là où c'est très intéressant, c'est que ça permet de reparler de The Pit et de dire à quel point cette série est super, et qu'il y a une critique sur la chaîne. Je vais faire 2 autres news, tiens, franchement on s'en fout, mais pas trop. Mon cher Greg, accroche-toi, ils ont annoncé la sortie de Jurassic World Evolution 3. Ça déboule le 21 octobre. Et alors le trailer, moi qui ai fait les 2 premiers, m'a donné très envie parce qu'il rajoute plein de choses. Donc voilà. Et puis puisqu'on parle de jeux vidéo un petit peu, là, la Switch 2 se vend très bien. Et du côté de Nintendo, on est content, avec 3,5 millions de Switch 2 vendus en 4 jours. C'est le meilleur démarrage de l'histoire pour une console. Voilà. Ou le meilleur démarrage de l'histoire pour une console Nintendo. Ouais, c'est bon, on n'est pas obligé d'être hyper carré dans les news, on peut se tromper un peu. À toi, mon cher Greg. Alors, j'ai envie de réagir de 2 manières. La première, c'est de dire que, comme tu le disais, en fait, George Clooney,
On n'en parle pas parce que c'est pas des news ciné-séries, mais je le vois dans l'actualité quasiment toutes les semaines. Sa pièce de théâtre à Broadway a battu tous les records toutes les dernières semaines de tous les derniers mois de cette année comme étant la pièce de théâtre la plus rentable de l'histoire de Broadway. Alors accessoirement, il est plutôt besogneux notre ami Georgie parce que de ce que j'ai compris, pour arriver à ça, la pièce de théâtre elle est 2 fois par jour, tous les jours, etc. Je sais pas s'il y a des fois tu débarques, tu penses que tu vas voir George et en fait t'as son remplaçant parce qu'il il fait sa sieste, mais globalement sa pièce de théâtre est un carton intersidéral. Ça doit être le seum de ouf si c'est pas lui. Ah, c'est comme quand tu vas à un match de basket et que en fait tu vois t'as Giannis Antetokounmpo qui est sur le banc ou LeBron James qui repose. Oui. Tu es triste. Oui. Du coup, et donc la deuxième manière dont je voulais réagir, c'est qu'en fait, effectivement, il y a moins de news cette semaine que d'habitude ciné-série, même si, bon, comme vous l'avez entendu, il y a quand même déjà des trucs pas mal, mais il y a effectivement beaucoup de jeux qui ont été annoncés, puisque c'est là où il y avait feu le 3, maintenant il y a plein de conférences d'éditeurs, et il y a des news en rapport, donc de jeux vidéo en rapport avec le ciné que j'ai trouvé à noter. Il y a un jeu vidéo PC, Xbox Series XS et PlayStation 5 Invincible versus, qui est un jeu de combat Invincible qui a plutôt une bonne gueule, faut se le dire, qui va sortir en 2026. Il y a un jeu de VR Deadpool qui a l'air assez barré, qui est prévu pour fin 2025. Et il y a le 007 fait First Light, fait par les mecs qui faisaient comment ça s'appelle, tu sais, le jeu où il a un code barre sur la tête. Il est Hitman, merci Kerr. Hitman. Et donc fait par l'équipe qui avait fait le dernier Hitman. Et du coup, donc c'est IO Interactive. Vraiment merci Kerr de me l'avoir remis. Et donc il y a eu un trailer sur donc la genèse de James Bond, ses premières missions, comment il rentre dans le programme 00. La bande-annonce, elle donne plutôt pas mal envie, franchement. Je sais pas si tu l'as vu. On a vraiment l'impression qu'ils ont fait une vraie histoire narrative intéressante autour de la genèse de ce James Bond. Vraiment, le trailer donne, enfin la bande-annonce donne vraiment envie. C'est pareil, PS5, PC, Xbox Series pour les sorties, et c'est prévu sur 2026. Il n'y a pas plus de détails. Et alors, le truc qui a fait beaucoup parler, c'est pendant le PlayStation State of Play, eh bien c'est un jeu de combat Marvel Token. Et donc c'est vraiment, vous prenez tous les personnages de Marvel, vous les mettez dans un look très Japanimation. C'est fait par les mecs qui ont fait par le studio Hitman. Non, pas du tout. C'est fait par le studio Arc System Works, j'avais un doute, qui a fait donc notamment Dragon Fighter Z, qui est Dragon Ball Fighter Z, qui a été un énorme carton il y a peu de temps. Ça a été annoncé sur PlayStation 5 et sur PC en 2026, et ça donne vraiment l'impression que Marvel a annulé le jeu Black Panther, confirmer des jeux faits par des gros studios, donc on peut supposer qu'il y a un vrai choix d'aller chercher des studios de qualité pour faire les jeux à licence. Alors, donc moi je leur conseille, j'ai un petit conseil pour les développeurs qui vont travailler sur ce jeu-là, Marvel, c'est de ne pas faire un jeu qui cartonne à son lancement. Parce que les derniers à qui c'est arrivé, ils se sont tous fait virer. C'est l'équipe qui travaillait sur Marvel Rivals qui a fait un démarrage canon sur Steam, et du coup ils sont tous fait virer. Donc voilà. Bon, après c'est pas du tout la même boîte qui bosse dessus, bien évidemment. Bah, ça fait des grosses annonces, ça, mon cher Greg, de quoi jouer. Moi, je vais revenir sur du ciné. Alors, je sais pas si je l'ai fait dans la précédente vidéo, donc si cette news-là, je l'ai fait la dernière fois, vous ne m'en voudrez pas, je suis quasiment sûr que je l'ai faite, mais bon, je vais la refaire, ça coûte à rien. Et puis, voilà, hein, le recyclage, c'est bien aussi. Il paraît qu'il faut recycler de plus en plus, ils disent. Donc, bah, on va faire pareil avec les news. Danny Boyle a confirmé que Cillian Murphy, je crois que je l'ai fait, hein, vraiment... Danny Boyle a confirmé que Cillian Murphy serait dans le 2e et le 3e film 28 ans plus tard, qui va donc être une trilogie. Et là, je suis sûr à 99% de l'avoir fait la dernière fois, mais vous ne m'en voudrez pas. Il y a des infos sur le film qui s'appelle, et mon cher Greg, attention, écoute bien,
Please Don't Feed the Children, qui était un film avec Michelle Dockery, qui était Lady Mary dans Downton Abbey, et Giancarlo Esposito. Alors Giancarlo Esposito, depuis Breaking Bad, il est partout. Hein. C'est vraiment le mec, il tourne partout. Vraiment bravo. Et ce film est réalisé par Destry Ellen Spielberg, qui est donc la fille de Steven Spielberg. Bravo, vous l'aviez à la maison et c'était tout à fait ça. Et donc le film va nous propose de suivre des orphelins en fuite qui se font attraper par une femme qui va les garder en otage. Donc voilà, pas de date de sortie au ciné pour l'instant, mais c'est le premier film de Destry Ellen Spielberg. Voilà. J'espère qu'elle a le talent de son père. Bah, c'est une pression qui est improbable. C'est comme le fils de LeBron James, si tu dis est-ce que tu pourrais être le nouveau meilleur joueur de l'histoire de la NBA, laissez-les tranquilles. Déjà, le mec, il est en NBA, quoi. Déjà là, alors, tu vas me dire, elle fait un film, peut-être qu'elle a juste été pistonnée. On verra si le film est de qualité, mais de là à demander si elle est dans le top 10 des meilleurs réalisateurs de l'histoire. Après, il y a des enfants qui marchent dans les pas de leurs parents et avec autant de brio. Geoffrey Baratheon, Robert Baratheon. Très bien. Alors du coup, deux petites news, c'est juste pour le plaisir. Ryan Reynolds et Hugh Jackman, qui sont comme ça dans la vie, ont investi dans une société de bateaux, et du coup ils ont dit: nous sommes très excités d'annoncer que nous allons voguer dans de nouvelles aventures. Voilà. Trop mignon. C'est trop choubidou. Du coup, autre information, Disney Plus commence dans d'autres pays, donc pas la France, dans d'autres pays, comme le Canada notamment, à faire des bundles. Alors vous allez me dire, mais ils l'ont fait déjà en France et tout. Oui, mais ils se sont retirés de pas mal de bundles. Ils sont retirés du bundle Canal+, notamment. Et donc au Canada, ils font l'inverse. Là, ils ont fait les grandes campagnes de promotion qu'on a eues en début d'année. Eh bien, ils les ont appliquées aussi aux États-Unis et ils se mettent à refaire des bundles avec notamment, par exemple, HBO Max. Et à prix particulièrement réduit. Donc on a, je pense, vraiment une politique de Disney de se dire que sur les prochaines années, la logique va être de avoir une plateforme dont on a un prix qui est annoncé, qui est élevé, mais de faire des bundles pas chers pour avoir de la publicité, mais de plus en plus de gens qui ont l'abonnement et qui sont convaincus. Et écoute, on verra si c'est une bonne méthode, mais c'est un moyen très agressif. Parce que je rappelle, c'est 2 € la campagne de pub début d'année en janvier. Là, du coup, je paye 2 € par mois pour Disney. C'est dur de dire que c'est pas une très bonne affaire, quoi. Ouais, et d'ailleurs, les 2 € là, c'est que pendant un an. Hein. J'ai un doute là. C'est que pendant un an, ils n'ont pas non plus bradé pour toute l'histoire de leur vie la plateforme, mais du coup, ça reste pour un an une très très bonne affaire. Et ce qu'on voit, c'est que dans d'autres pays, ils sont en train de faire la même. Voilà. Ouais. Je te laisse la news suivante, mon chacun. Eh ben moi, je vais vous parler d'une série comique qui s'est terminée en 2015 et qui était vraiment vraiment super. Donc, si vous l'avez jamais vu, sautez dessus. C'est Parks and Recreation. Et pourquoi je vais vous en parler ? C'est parce que le créateur de Parks and Recreation, qui depuis avait créé également The Good Place avec Christian Bale et Ted Danson, donc ce créateur qui s'appelle Mike Schur, il va se recréer une nouvelle série avec Amy Poehler, qui était donc l'héroïne de Parks and Recreation. Et cette série va donc s'appeler Dig. C'est l'adaptation d'un livre qui s'appelle Excavation de Kate Myers. Et en fait, c'est une série sur 4 femmes qui sont archéologues. Elles travaillent sur un site de fouilles et elles vont trouver un truc qu'elles n'auraient peut-être pas dû trouver. Et donc voilà, série comique. Avec ce duo-là, moi, ça me donne très envie. Vraiment, si vous n'avez pas vu Parks and Recreation, sautez dessus. C'est quand même la série qui a fait qui nous a permis de découvrir notamment Chris Pratt. Il y avait Aubrey Plaza aussi qui jouait dedans, elle était géniale. Le personnage de Ron, bien sûr, extraordinaire. Enfin bref, c'est une super série, Parks and Recreation. Donc voilà pour ça. J'ai une autre news, mon cher Greg. Je vais vous parler de Sheridan et de Tulsa King. Donc Tulsa
Sacking, la série avec Stallone, que je trouve, pour moi, c'est la moins bonne série de Sheridan. Et c'est la série qui me fait penser qu'il a perdu le mojo. Mais bon, Tulsa King me plaît à beaucoup de monde. Et du coup, elle a une saison 3 qui est actuellement en tournage. On a la saison 4 qui est déjà commandée. Et dans la saison 3 va intervenir un nouveau personnage interprété par Samuel Lee Jackson. Et pourquoi ils font ça ? Eh ben parce que ce personnage-là va dans la foulée avoir sa propre série. Donc cette fois, on va quitter Tulsa. Car dans Tulsa King, l'action se déroule à Tulsa. Et là, on va aller à la Nouvelle-Orléans. Et alors, pour l'instant, la série s'appelle Nola King, mais apparemment, c'est pas le titre définitif. On n'en sait pas plus sur l'histoire, mais on devrait pas être loin du délire de Tulsa King. Donc voilà, série plutôt légère. Et alors, qui est derrière cette série ? Donc, outre Taylor Sheridan, on a aussi donc le showrunner de Mayor of Kingston, voilà, qui elle pour le coup est une excellente série. Voilà mon cher Greg, à toi. Eh bien, je vous avais parlé de Warner qui se divisait pour dire les activités télé, ça part là-bas, ce qui est rentable, c'est par là. Et Bob Iger, du coup, a été interrogé, et je trouve qu'il dit des choses qui sont intéressantes et d'autres qui prêtent à théoriser. Alors, la première, c'est que Bob Iger, le président de Disney, pour tout le monde. Donc, en fait, le patron a dit que lui, de son côté, ils vont pas diviser comme Warner l'a fait. Les chaînes de télé, ils gardent ça, tout ça, c'est sous la même ombrelle. Et ce qu'ils veulent, c'est continuer à être très fort dans la vente d'abonnements sur des Disney+, mais également sur la publicité. Ils veulent commencer à amortir le coût de production, donc ça veut dire essayer d'un peu de cacher sur les productions qui sont déjà faites, entre autres. Ils veulent faire des économies d'échelle et augmenter les marges. Bon, là, ça veut dire réduire leurs coûts, mettre de la pression aux fournisseurs, la classique des grosses boîtes. Disney voit un avantage stratégique à rester dans le secteur pendant que les autres se retirent. Donc en gros, ils disent barrez-vous des chaînes de télé. Ce qui reste à prendre, nous on continue d'essayer de cacher le temps que le modèle économique existe encore. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il expliquait qu'il veut mettre le focus de Disney sur le cash, les marges, et sur l'EBITDA. L'EBITDA, alors je ne suis pas un analyste financier du tout. Les seules fois où j'ai entendu parler de cet indicatif, donc il y a un indicatif c'est un type de manière de calculer le revenu, vraiment les bénéfices d'une société. Et à chaque fois que je l'ai entendu par un analyste, c'était dans le cadre d'une vente de grosses sociétés. Et du coup, j'ai commencé à me demander à quel point Disney ne serait pas dans une logique de se revaloriser son action, qui avait beaucoup perdu les dernières années, mais aussi potentiellement de se préparer à un rachat. Alors je sais que le rachat de Disney, ça fait des années qu'on en parle. En plus, on sait que Apple a les moyens d'acheter en pur cash Disney, etc. Donc il y avait eu des théories un peu folles. Mais fait est que c'est très honnêtement dans un communiqué public, pas un communiqué business, la première fois que j'entends ça. Donc théorie, hasard, est-ce qu'il a parlé plus technique dans une réponse à un journaliste que d'habitude et puis c'est pour ça qu'il a utilisé ces termes. Moi ça m'a surpris. Et le dernier point, c'est qu'il dit qu'ils veulent mettre l'accent sur la croissance en marge plutôt qu'en nombre d'utilisateurs. Ce que je ne comprends pas, parce que ça fait plusieurs fois qu'il le dit, c'est totalement à l'opposé de ce qu'on constate. On vient de dire il y a quelques instants que les abonnements à prix rabais à 2 € sont en France, ont été faits aux États-Unis à un autre prix, mais un prix rabais, qu'ils font des abonnements bundle pour être moins chers et tout. Je ne comprends pas pourquoi ils disent que le but, c'est pas de gagner des abonnés, mais de rentabiliser plus leurs abonnés. C'est comme s'ils nous parlaient l'année prochaine. C'est-à-dire que s'ils nous disaient, bah voilà, les mecs à 2 €, en fait, le but, c'est pas de les garder, c'est de gagner plus d'argent sur leur tête. Mais là, de le dire cette année, je ne comprends pas Bob Iger. Peut-être qu'il vit dans le turfu, je ne sais pas, ou qu'il parle à ses actionnaires. Mais du coup, Disney qui se vend l'année prochaine. Est-ce que tu y crois, Kerr ? Non, pas trop. Non, j'y crois pas trop. Merci pour cette réaction à chaud. Je te laisse la news suivante, mon cher Kerr.
Alors là, les news suivantes, mon cher Greg, elles sont pas cool, hein, je te le dis tout de suite. L'autre jour, j'ai vu sur, je sais plus, je regardais un film et puis je vois la tronche de Michael Pitt et je me dis tiens, Michael Pitt, mais on n'entend plus parler de lui. Et là, vraiment, le destin m'a entendu. Tu vois, et là, paf, dans la journée, news sur Michael Pitt. Il est poursuivi pour abus sexuels et agression à New York. Alors qui est Michael Pitt? Eh ben c'est un acteur qu'on a découvert dans Dawson à l'époque, mais qui depuis a eu des rôles importants. Donc notamment dans Boardwalk Empire, il était considéré comme un des futurs génies du cinéma américain. Donc il a notamment joué dans le remake de Funny Games que j'ai absolument détesté, mais lui jouait très bien et le film était pas mauvais du tout, hein. C'est ce que raconte Funny Games qui est atroce, et donc Michael Pitt est poursuivi, il a été arrêté le 2 mai, il a été enfin voilà, il est poursuivi pour il y a 8 chefs d'inculpation contre lui, enfin voilà, une situation très très compliquée pour Michael Pitt et des actions absolument catastrophique mené donc par cet acteur qui a sombré, hein, après Boardwalk Empire notamment. Il a disparu pendant des années, il y a eu des problèmes d'alcool, de drogue, etc. Et puisqu'on en est dans cette thématique malheureuse et regrettable et malheureusement trop régulière, c'est aussi le cas de Jared Leto. Qui était dans un film exceptionnel qui est trop peu connu, qui s'appelle The Dreamers de souvenirs. Oui, avec Eva Green. Exactement, qui est un des premiers rôles d'Eva Green, film franco-américain. Ouais, Innocence the Dreamers, tout à fait. Ouais. Et mais Michael Pitt était vraiment enfin, il était destiné à avoir une carrière incroyable, quoi. Et en fait, il était tout destroy pour avoir réussi ça. Mais bon, et voilà, malheureusement, il a fait des choses bien trop inqualifiables. Et donc, je disais, c'est aussi le cas de Jared Leto qui est poursuivi donc par 9 femmes, si je ne dis pas de bêtises, pour un comportement absolument déplacé. Donc pareil, il est dans la sauce, et notamment avec des mineurs. Donc voilà, Jared Leto. Alors moi, il n'y a rien de m'a fait dans cette news. Par contre, le truc que j'ai trouvé cocasse, c'est que tous les articles que j'ai vus ne disaient que Jared Leto, l'acteur. Alors que quand même, Jared Leto, c'est aussi un musicien et un chanteur. Donc voilà, bon, ça c'est le seul truc un peu cocasse de la news. Donc voilà. À toi, mon chat Greg. J'ai vraiment fait des news le seum. Essaye de faire une news youpi tralala. Alors, news youpi tralala, Star Wars Starfighter, le film fait par Sean Levy, donc le réalisateur de Deadpool et Wolverine, qui avec Ryan Gosling, film qui me chauffe beaucoup. Il est accessoirement dans la chronologie Star Wars, c'est pas le 5 ans après l'ascension de Skywalker, film qui me chauffe moins. A réussi à caster sa méchante, parce que visiblement ce sera une méchante, c'est Mia Goth qui vient de signer. Alors elle avait été castée en tant que fille de Dracula dans Blade. Alors Marvel, Disney s'est dit bon, écoute, le film il est un peu en panne, on t'a casté pour quelque chose, on a un autre rôle, est-ce que ça t'intéresse? Oui, non, allez, c'est un Star Wars, quand t'es pas du Marvel c'est du Star Wars, qu'est-ce que t'en penses? Elle dit oui. Et en fait, alors visiblement les reports disent que c'était pas le premier choix. Le premier choix c'était Mickey Madison. Exactement, qui aurait décliné, j'en ai parlé la semaine dernière. Hollywood Reporter, pour des questions de thunes. Voilà, le salaire n'était pas suffisant, tout simplement. Et puis aussi d'inquiétude parce que on retiendra, excuse-moi Kerr, que si t'as pas les thunes pour Mickey Madison, t'as les thunes peut-être pour Mia Goth. C'est sa tagline sur son compte IMDb. En grand, il a dit « Je suis moins cher que Mickey Madison. » Mickey Madison en promo, moins X, c'est Mia Goth. Mia Goth qui du coup a vraiment une promotion énorme autour d'elle. C'est pas le Black Friday et pourtant elle a c'est vraiment hyper dommage que les deux news tombent comme ça pour une actrice qui s'est donnée à fond sur son casting. On lui dit bah non, en fait c'est juste que t'es moins cher. Mais moi j'avais pas vu que c'était pour des problèmes d'argent. Mickey Madison, qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice cette année pour Anora, était inquiète à l'idée de partir sur des gros blockbusters, notamment pour Disney.
Et je pense que pour sa carrière, ce que je disais la semaine dernière, c'est bien mieux qu'elle parte pas là-dessus. Mia Goth, ou Goff, je sais pas comment on dit, c'est une super actrice aussi, qui va jouer dans le Frankenstein de Guillermo del Toro, qui là a fait parler d'elle ces dernières années en étant dans la trilogie T-West, qui est donc la trilogie Maxine, donc avec X, Pearl et Maxine. Elle crève l'écran dans cette trilogie-là. C'est une super actrice. Et donc là, avoir Gosling plus Mia Goth dans un Star Wars, bah c'est excellent, et ça confirme aussi l'ambition. Je le disais la semaine dernière, quand Disney va essayer de récupérer Mickey Madison, qui vient d'avoir l'Oscar, et alors, ils y arrivent pas, mais ils vont chercher, on va dire, une autre actrice qui est très tendance et demandée à Hollywood. Bah, c'est qu'ils ont des ambitions, en tout cas au niveau du casting, et un casting de qualité, tu vois. Donc moi, je suis content de ce cast. Voilà. Et puisque tu parlais de Star Wars, je vais parler de Marvel, moi. Puisque tu as parlé un peu de Blade. Il y a Chris Evans qui a parlé d'Avengers Doomsday. Et il a dit un truc que j'ai trouvé chelou. Il a dit qu'il était triste de ne pas revenir dans Avengers Doomsday. Et donc voilà, il a dit ça aurait été bien de retrouver toute la famille, etc. Mais j'ai trouvé que ses propos étaient un peu une sorte de regret, tu vois. Au final, on m'a pas proposé un retour. Alors, est-ce qu'il fallait le prendre comme ça? Je sais pas, mais moi, je me suis posé la question quand même. Et puisqu'on parle des acteurs qui ont quitté le MCU, il y en a une qui fait parler d'elle en ce moment, c'est bien évidemment Scarlett Johansson qui fait la promo donc de Jurassic World Rebirth. Et ben, elle a demandé officiellement à Marvel d'être retirée je vais y arriver, du générique de fin, pardon, je suis fatigué, il est très tard, du générique de fin donc de Thunderbolts. Parce qu'elle était taguée en tant que productrice exécutive, mon cher Greg. Et accroche-toi bien, elle a rien fait sur le film. Donc elle était taguée, et en fait c'était juste pour mettre le nom Scarlett Johansson. Donc elle a demandé à être retirée de ça. Voilà. Cocasse, non? Cocasse. Effectivement. Le jour où tu vas apprendre que t'es tagué producteur exécutif des Tuches 6, franchement, malaise vagal. On est d'accord. Malaise vagal. T'es dur. C'est si t'apprends que tu dois aussi toucher des sous, parce que est-ce qu'elle avait juste son nom? Pas malaise vagal. Parce que la dernière, elle sort. Ah, en fait, quoi? J'ai récupéré là, c'est vraiment le revenu passif. C'est vraiment le revenu. Tu n'as rien fait. Tu vas passivement. Ça, c'est. Est-ce que tu crois que les brouteurs sur Instagram dans les futurs mois vont dire, toi aussi, récupère ton nom dans les films Marvel pour récupérer des thunes. Je t'explique comment et je te vends ma formation. La première page est gratuite. Je sais pas. Mais est-ce que des gens sur Twitter vont mettre une photo de Scarlett Johansson avec un gros rend l'argent? Parce que bon là, elle a rendu du coup l'argent puisqu'elle n'est pas productrice exécutive, mais ça aurait été cocasse. Voilà. T'as d'autres news ou pas? Moi, je crois que j'ai fini là. J'ai tout à fait. J'ai encore une news, on s'en fout complètement. Si attends, croisons nos news. Moi, j'ai une news. Il y a plus de casting confirmés. Il y a George Mackey, Tom Bliss, Jack O'Neill et Leo Woodall qui seraient donc dans les personnes en dernière liste de casting pour jouer Clayface, donc de James Watkins, qui sort en France le 9 novembre 2026. Ça me paraît hyper serré pour un film qui n'y a pas de casting. Donc je ne peux que imaginer que le film va se faire reporter. Écoutez, nous verrons bien. Et dans le lot, là, pour Clayface, tu as parlé de Jack O'Connell, qui est un des, on peut le dire, le méchant de Sinners. Et c'est un super acteur. Ça fait plusieurs films que je le vois. Il y a plusieurs il y a pas mal de plus. Même dans la série Rogue, il est très chouette acteur. Ouais. C'est sûr. Ok, on enchaîne. Du coup, le film Legend of Zelda est reporté. Il sortira au final le 7 mai 2027. Donc petit report. Et on peut pas. On a les mêmes dates. On peut pas, Greg. Ce jour-là, on peut pas, on enregistre le technique. Ah merde. J'ai regardé. Mais ça tombe bien, puisque en fait, s'il garde les mêmes dates qu'avant, enfin les mêmes décalages, eh bien il sortira le 5 mai en France, 2 jours avant. Voilà. Parce
parce qu'on a la Triforce et qu'eux, ils l'ont pas. Voilà. C'est toujours comme ça. Et c'est un petit report avant les parce US. que avant c'était le 24 mars, mais du coup petit report. Il y a un truc, moi il y a une news qui m'a amusé. Il y a un gars qui s'appelle Connolly, qui est un employé de Disney, qui est un cadre de chez Disney et qui a été débauché par Google, par YouTube pour être précis, pour prendre la tête de la division sport média et enfin de la division média et sport de YouTube. Bon là tu me dis ok, ils ont débauché un mec, très bien. Mais alors ce Connolly, je ne sais pas quelles informations il a ou à quel point c'est l'employé du mois, mais Disney a attaqué en justice Google en disant que c'était illégal d'avoir fait un débauchage de ce monsieur, qu'il va divulguer des informations confidentielles de Disney et que c'est impossible. Google a combattu pour pouvoir embaucher Connolly. Ils ont gagné le premier procès. Disney a dit on est déçus, mais on va continuer de se battre. Mais qui est ce mec ? Qui sont les informations que cet homme Connolly a sur, je le répète, hein, les divisions médias et sport, qui font que Google et Disney sont là en mode crochet, je te fais une clé de bras, paf, je te tombe dessus, je te bloque. Enfin, qui est cet homme ? Qui est cet homme qui est en train de générer... Enfin, t'imagines ? Moi, je le sais, Greg. Ah. Moi, je sais. En fait, tu n'as pas toutes les informations sur Connolly. C'est une personne qui a eu beaucoup d'idées chez Disney jusqu'à présent. C'est notamment lui qui a proposé le film Solo et le film The Marvels. Donc, il voulait le garder à tout prix. Non mais tu te marres, mais en vrai le truc c'est que Disney dit qu'ils avaient un contrat de 3 ans, qu'il ne peut pas quitter son contrat, il ne peut pas en démissionner, mais il y a ce gars fait quelque chose dans la division sport qui est critique, parce que pour qu'il y ait autant de procès autour de lui, il y a un truc, il y a un deal, il ramène la NFL chez Disney, je n'en sais rien, mais c'est fou, et donc le fait que YouTube se bat, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui aurait dû être chez ESPN, qui va passer chez YouTube. Enfin bref, le combat juridique inattendu. J'imagine le mec. Mes parents ont jamais voulu de moi, mais au moins Disney et YouTube, ils ont envie de moi. Donc en tout cas, ce gars, il a quand même un fait d'armes assez... Pourquoi tu pars du principe que ses parents ont pas voulu de lui ? Ses parents se sont battus pour le garder. Tu crois que le mec... Ils ont poursuivi Disney quand il a eu son c'était sa CDI. mère et son père qui se battaient pour savoir qui lui faisait à manger. Bah et oui. toute sa vie, le mec, tout le monde se bat pour lui. Ça ferait un super film, ça. Ça me fait penser un peu au film de Nicolas Cage, tu sais. On est très peu de personnes à s'identifier tout le monde rêve à ce de lui. problème. Ouais. Souvent, Moi, les j'ai gens des ont news, le problème inverse. Hein. Enfin, en vrai. Oui, moi j'ai des news, on s'en fout, mais j'ai dit quand même. La série Ironheart arrive sur Disney+ le 24 juin. C'est ça la news. Normalement, vous le savez, mais comme on en parle relativement peu, je voulais quand même le dire, mais bon, on s'en fout un peu quand même. Le réalisateur Peterson, qui avait fait Elemental, élémentaire pour Pixar, va réaliser Les Indestructibles 3. Donc voilà, jusqu'à présent c'était Brad Bird qui avait fait les 2 premiers. Pixar a voulu nous rassurer en disant que Brad Bird allait écrire le scénario du 3. Voilà, dans la catégorie on s'en fout, c'est le fait qu'il y a Les Indestructibles 3. Moi perso, voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Tu l'as fait, Zelda. Donc je peux pas le dire. J'avais hyper envie de le dire. Non, pas du tout. Pour vous dire aussi que, alors, on en reparlera plus tard, mais il y a en début juillet, on a la sortie de Dexter Resurrection. Donc ça déboule le 11 juillet sur Paramount+. Donc comme Paramount+ a tendance à sortir en France ces trucs plus tard, pour faire la VF notamment, parce qu'ils ont fait le cas avec The Agency et Mobland. Voilà, mais alors on en reparlera un peu après de Dexter parce que Resurrection, parce qu'il y a un énorme casting dans la série. Et la dernière info, c'est que l'acteur donc Eric King, qui jouait dans la série Dexter, l'inspecteur Dawes, il revient aussi dans Dexter Resurrection. Donc c'est plutôt cool. Et là pour le coup ça m'ambiance pas mal. Et je vais faire une dernière news. Je suis pas sûr de l'avoir fait, donc je le fais au cas où, même si j'ai quand même des gros doutes sur le fait de l'avoir fait. Mais on verra, vous me direz dans les commentaires. Mais Danny Boyle a confirmé que Cillian Murphy
serait donc dans le deuxième et le troisième. Non, je vous troll. Voilà, moi j'ai terminé mon chat Greg, à toi. Ça aurait été drôle de la faire 3 fois cette news quand même. Mais je la ferai la semaine prochaine. Je pense que les gens auront oublié. Je suis à peu près sûr qu'il a fait 3 fois. Ils dorment pendant les vidéos et du coup, ils sont là. Mais attends, mais on a déjà parlé de ça ou je l'ai rêvé? Parce que je faisais un rêve de Cillian Murphy en même moment et du coup, je me suis emmêlé les pinceaux. On verra, on testera. Vas-y, à toi, mon cher Greg. Eh bien, mon cher Kerr, je vais vous parler de Greg Peters, qui est un des 2 patrons de Netflix, et il a donné une petite interview au Wall Street Journal, donc il parle de Bluetooth, et on lui a posé des questions sur les droits de douane américains, qu'est-ce que ça va faire, etc. Alors, du coup, il était interviewé parce qu'il y avait un gros projet de loi pour taxer les plateformes de streaming au Royaume-Uni. Personne n'est surpris qu'il est plutôt contre le fait d'avoir plus de taxes. Bon, jusque-là, on n'est pas surpris. Il est aussi contre les taxes douanières de Trump et il espérait plutôt que les pays donnent des avantages financiers pour qu'on aille tourner chez eux. Donc ça veut dire qu'en fait, il est plutôt du point de vue de ne pas payer plus de taxes, mais de gagner plus d'argent. Donc on est plutôt sur du logique. Il est un peu à contre-courant, si je peux me permettre. Ah oui, non, le mec, c'est un poisson qui remonte la rivière, hein, clairement. Ah, mais c'est un punk. C'est un punk, le mec. Il arrive et il casse les codes. Mais du coup, qu'est-ce qu'il dit qui est plus intéressant? Il explique que pour lui, dans la stratégie que Netflix et les choix que Netflix doit faire, il voit 2 grandes logiques. Et il voit que d'un côté, il y a la logique de la personnalisation des contenus et de l'autre côté, il y a de l'expérience partagée. Et pour lui, la personnalisation des contenus, c'est TikTok, c'est YouTube, où on a la logique d'avoir le contenu qui vous est poussé, qui est fait par un algorithme pour que ça vous corresponde à vous spécifiquement, que ce soit un contenu plus court et que toute la soirée, vous ayez une soirée que de contenu où vous ne saviez pas que vous allez regarder, mais c'est fait pour vous. À l'inverse, lui, il décrit que Netflix est une expérience partagée. Et là, il dit que quand il y a des grosses séries comme Adolescence ou etc., c'est des séries qui sont faites pour être regardées en masse, plein de gens, chacun, pour en parler le lendemain, pour en parler le soir, pour avoir une discussion autour des contenus. Et donc, il voit Netflix comme vraiment un contenu qui est fédérateur et c'est ça qu'il veut aller chercher parce que c'est ça qui va faire que les abonnés entre eux se parlent pour effectivement garder un tissu social qui va ramener les gens. Et à ça, juste après, il est interrogé. Donc déjà, c'est marrant parce que j'ai jamais imaginé Netflix comme un contenu fait pour fédérer et non pas spécialisé, mais vraiment Netflix se voit comme un gros concurrent de TikTok et de YouTube. Après, Netflix, c'est le plus gros des streamers, mais c'est tellement loin derrière YouTube, c'est tellement loin derrière TikTok pour certaines catégories d'âge, que c'est vrai que là, pour le coup, ils sont en tout cas à chaque fois en train de regarder qui est au-dessus d'eux. Ils sont très, ils sont vraiment dans une logique de compétition constante, Netflix. Et ils étaient interrogés sur les créateurs de contenu sur YouTube et globalement sur les influenceurs. Et en fait, Netflix dit que là, par contre, il y a des choses à aller chercher, il y a des talents à aller chercher, et que ça, c'est des choses sur lesquelles ils vont vouloir investir. Donc, j'ai l'impression que va falloir s'attendre à de l'achat de... Alors, je pense pas qu'ils viennent voir Cult & Click Incorporated, Cult & Clicks Holding Internationals, comme les gens nous appellent. Non, je pense qu'il est tout simplement en train de penser aux fameux top 10, top 20 YouTube qui vont aller voir pour lui dire est-ce que tu veux pas faire un documentaire? Mais du coup, pas top 25. S'il n'y a pas Cult & Click dedans, on n'est pas dans le top 25 du coup. Ils arrêtent à top 20. Top 26, je crois. Ouais. Et donc en fait, ça fait un peu écho à, je crois que, je sais plus si c'est Michou ou Inoxtag, Michou, qui a fait la montée de l'Everest, qui a été diffusée sur Prime. C'est Inoxtag. Inoxtag. Et qui a été diffusée sur Prime. Donc effectivement, il y a une volonté d'aller chercher les influenceurs pour essayer d'aller vendre de l'abonnement. Et sur TF1. Je sais pas si ça marchera. Ça a été diffusé sur TF1.
Mais ils ont, enfin après, il y a Danse avec des stars d'internet ou je sais pas quoi. Non, Michou a fait Danse avec les stars. J'ai un peu honte de savoir ça, mais Michou a fait Danse avec les stars, je crois. Et Inoxtag, son documentaire sur l'Everest, a été diffusé sur TF1. Et du coup, mon point, c'est qu'il y a une vraie volonté d'aller tirer l'influence de ces influenceurs pour essayer de les amener sur les plateformes. Donc, préparez-vous. Netflix a dit qu'ils allaient ajouter ça dans leurs armes. On va peut-être jouer dans la prochaine saison de Squid Game. Pourquoi pas? Non? Moi, je me verrais bien. Je crains que tu vas être déçu en termes de durée de vie dans la série. Oui, ou même le fait qu'ils aient connaissance de notre existence. Je pense que tu vois, en fait, c'est un peu l'histoire de la fourmi qui voit les humains autour d'elle et les humains qui n'ont pas conscience de la vie de la fourmi. Je pense qu'on est un peu sur ce rapport de force. Alors, c'est faux, puisque les fourmis qui sont dans ma cuisine et qui sont dans les aliments, j'ai tout à fait conscience de leur existence. Tout à fait. La Picardie. Et j'ai fini pour mes news. Bah moi aussi. Du coup, on fait 15 minutes de pause en silence, on repense à tout ce qu'on a dit, et ensuite on conclut. Attends, mais tu sais qu'il y avait ces gars là sur YouTube qui, comme les vidéos étaient monétisées à 8 minutes, ils faisaient genre 4 minutes de vidéo et après ils mettaient 4 minutes de noir. Tu sais, de juste une image noire sans son et tout pour que la vidéo fasse 8 minutes. Et où il y avait la même technique pour ceux qui le faisaient à 10 minutes. Enfin bref. Et vous remarquerez, quand vous regardez les vidéos de Culting Geek, vous remarquerez que c'est notre mindset. On n'a jamais eu ce problème. On pense à ça. Nous, il faut qu'on dépasse les 4 minutes. On n'y arrive pas toujours. Ouais. Voilà, bon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, merci aux tipeurs qui nous soutiennent, c'est grâce à vous si on peut faire ces vidéos-là, donc voilà, merci aussi à tous ceux qui nous regardent, hein, c'est aussi grâce à vous. Voilà, si vous voulez nous rejoindre sur le Tipeee, ben c'est sur Tipeee, hein, Culting Geek. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à réagir donc aux différentes news, hein, vous n'êtes pas obligé de réagir à toutes les news, voilà, hein. Si vous avez aimé Clair Obscur, n'hésitez pas à en parler, notamment le Predator aussi, on en a parlé tout à l'heure. Et puis voilà, tous les trucs que vous regardez en ce moment. N'hésitez pas à nous donner des conseils de visionnage, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci à tous et à toutes, passez une bonne fin de journée. Ciao.